Connaissez-vous l'effet Pygmalion ou la prophétie autoréalisatrice? Rosenthal et Jacobson se sont posé une question. Est-ce que les attentes qu'on a envers quelqu'un vont avoir un impact sur les résultats qu'ils vont avoir? Ils sont donc allés dans la classe d'un enseignant et ils sont allés faire passer un test de QI, d'intelligence, aux étudiants. Ils ont ensuite classé la moitié de la classe comme plus douée et l'autre moitié comme moins douée en donnant les résultats à l'enseignant. Ils sont revenus à la fin de l'année pour aller voir comment est-ce que les étudiants avaient réussi. C'était quoi les résultats qu'ils avaient maintenant à leur test. Pour se rendre compte que ceux qui avaient été classés comme plus doués avaient des meilleurs résultats et moins doués des moins bons résultats. Sauf qu'en fait, ils avaient été classés totalement au hasard. L'effet Pygmalion est donc le phénomène que de s'attendre à ce que quelque chose se passe peut nous amener inconsciemment à le créer. Si M. Hollande est élu, puisque tous les médias font en sorte que M. Il est en tête des sondages, en tout cas. Voilà. Oui, mais vous savez, c'est ce que les Américains appellent les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à force de dire que M. Hollande va être élu, il va finir par être élu. François Hollande est élu avec 52%. Il nous alerte constamment. Il nous accompagne sur le chemin du travail. Ils animent les conversations à la machine à café ou à la cantine. Ils font la une des journaux. Les sondages s'infiltrent partout dans notre vie, à tel point qu'on a parfois l'impression qu'ils ont déjà décidé du sort de l'élection. Beaucoup considèrent avec une naïveté déconcertante que la France est une démocratie. Démocratie signifie peuple qui commande. Pourtant, en tant que peuple, votre seul pouvoir consiste à voter de temps en temps pour choisir quelles ordures vont vivre comme des stars du show business en gaspillant le fric de vos impôts pendant toute la durée de leur mandat. On vous a bien enfoncé dans le crâne depuis votre plus jeune âge que le droit de vote c'était la démocratie et on s'est bien foutu de vos gueules. Après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. On voit bien qu'en arrière-plan aussi, on a été capable, pour ceux qui sont dans un raisonnement complexe, de comprendre qu'en réalité, les médias ont complètement faussé le jeu, ont caché certains candidats, ont fait du sophisme et de la stigmatisation sur certains candidats. Donc en fin de compte, il n'y a pas de démocratie au départ. Donc il y a une nécessité maintenant de changer et d'aller vers un raisonnement complexe. Plus de 300 enquêtes d'opinion ont été réalisées depuis janvier, du jamais vu dans une campagne électorale. On frôle l'overdose. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui ne sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Mais vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. C'est qu'ils ont découvert qu'il y a une corrélation presque parfaite entre le nombre d'heures consacrées à un candidat et le nombre de voix qu'il recueille dans les urnes. D'ailleurs, vous avez ici l'arrivée dans l'ordre au premier tour de l'élection. En 1, Hollande, à la fin du premier tour. En 2, Sarkozy. En 3, Le Pen. En 4, Mélenchon. En 5, Bayrou. En 6, Joly. Etc., exactement dans l'ordre. Ça pose un vrai problème éthique aux électeurs dans les prétendues démocraties occidentales. Parce que ça veut dire que quand vous tenez les médias, et quand vous tenez en particulier la télévision, vous pouvez faire élire un cheval. C'est ce qui s'est passé. On peut faire élire une brêle complète si on arrive à le propulser constamment dans les médias avec des journalistes qui sont des journalistes de complaisance. C'est fait pour.
Et ce qui est sûr, c'est que les élections ont bel et bien été truquées. Mais pas ce dimanche-là, hein, les mois avant, l'année avant, où on a eu un endoctrinement médiatique assez impressionnant. Malheureusement, même si tout le monde le sait, on peut rien y faire. Autre chose assez troublante, comme point commun, les sondages ont rarement été aussi proches de la réalité. C'est incroyable. C'est à un poil de couille près. Je crois que la plus grosse erreur, c'est qu'ils avaient crédité Hamon 8 et que finalement il a eu 6,4. Je trouve ça, pour un sceptique, je suis pas très fan des sondages, je suis assez sceptique, je pense qu'il y a triche, il y a anguille sous roche. En ayant dans leurs questions un panel qui ne comprend que 5 des présidentiables, il ne pose pas la question pour les autres, arriver à savoir sans poser la question si Dupont-Aignan a fait 4,7 entre 5, arrive à trouver sans demander aux gens s'ils ont voté pour lui, je trouve ça incroyable ça. Je trouve cette précision fabuleuse. « 28 kilos, c'est le poids d'une machine à voter de la marque Nedap. Rob en a acheté 2 exemplaires à une municipalité hollandaise pour 4 000 € la paire. Il est informaticien et convaincu que le vote électronique est une menace pour la démocratie. Il a donc décidé de montrer que le système est piratable. There we go. That's the machine. Devant nous, avec un simple tournevis, il ouvre la machine, retire une puce électronique qu'il remplace par une autre, identique en apparence, mais qu'il a programmée lui-même. Craquer le code de fonctionnement lui a pris 1 mois de travail, mais désormais il est opérationnel, il peut pirater n'importe quel ordinateur de vote Nedap en moins de 2 minutes. Vous les remplacez avec vos propres puces, ce sont des puces qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont faciles à programmer. Allez, on va jouer à la démocratie maintenant. Je vais voter pour le parti 1, 2, 3 et 4. Rob accomplit maintenant son devoir de citoyen. Pour les besoins de la démonstration, il vote plusieurs fois pour différents candidats, sans donner une seule voix au 5e qu'il a intitulé « Le Parti de la fraude ». Là, je clôture l'élection en appuyant sur ce bouton et en tournant cette clé. De l'autre côté de la machine, il y a une imprimante. Elle permet de sortir les résultats officiels. Normalement, c'est beaucoup plus long car il y a beaucoup plus de votants. Et voilà le document officiel. À partir de ce document officiel, il procède rapidement au dépouillement du scrutin. Le parti du PVD a 3 voix, nous lui en avions pourtant donné 4. Et le grand gagnant de cette élection est le parti de la fraude avec 5 voix. Alors que Rob n'a jamais appuyé sur le bouton correspondant à ce parti. Le bureau de vote va penser que tout est régulier, normal, que tout a fonctionné, il n'y a rien de louche. C'est une élection complètement légale et légitime, en dehors du fait que tout est faux. Ce qui est vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur pour frauder aux élections. Avec les urnes en plexiglas, le bourrage, ça existait déjà. Je suis allé sur élection.intérieur.gouv, un site du gouvernement où il y a les résultats ville par ville. Je suis obligé de jouer avec leurs outils, c'est mieux niveau crédibilité. Donc j'ai pris en priorité ma zone géographique, car je connais les villages et les villes. J'ai commencé par regarder tous les villages près de chez moi avec un seul bureau de vote. Macron n'est jamais mieux placé que 3e. J'en ai fait une vingtaine. Si on fait le cumul des petits villages, Macron il est pas au second tour. Ensuite j'ai regardé les 5 petites villes à plusieurs bureaux de vote. Macron est 2e ou 3e et il fait toujours environ 16%. Ensuite la plus grosse ville près de chez moi c'est la sous-préfecture, Villefranche. Macron est premier avec 15% des inscrits. À Lyon il est premier avec 24%. Donc je suis allé voir Paris, il est premier avec 29%. Des inscrits toujours, ce qui fait quand même pas loin de 35% des exprimés. Il y a quand même une petite prise de risque au niveau de Paris, mais ça vaut le coup parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors je pensais pas que les Parisiens étaient les plus aveuglés par la télé, mais en tout cas c'est ce que dit le papier. Pour l'instant ça collerait, Macron a des scores lissés à partir de moments où il y a plusieurs bureaux de vote, avec cependant un bien plus gros score sur Lyon ou sur Paris. Mais vous avez raison, ça veut rien dire du tout. On peut juste penser que les gens des villes ont préféré le gouvernement Hollande et donc votent plus facilement pour Macron. Alors après, je me suis dit que j'allais vérifier les arrondissements de la ville de Lyon, parce que c'est un petit peu ma capitale, c'est à côté de chez moi. Et là, super boulot. Macron, il est toujours premier ou 2e, parfois derrière Fillon, parfois derrière Mélenchon, et toujours avec un score entre 21 et 25% des inscrits. C'est lisse, ça fait pas de vagues, bien joué. Surtout qu'à côté, on a un Mélenchon qui passe de la première à la 3e place comme ça en oscillant de 10 à 22% en fonction des arrondissements.
la grosse fourchette, et Fillon qui, idem, passe de la première à la troisième, en fonction des arrondissements toujours, et fait des scores entre 12 et 33%. C'est un râteau, là. Ce qui nous fait donc un Macron largement premier sur Lyon, avec un score toujours aussi lisse, le même que dans les arrondissements, sans faire de très gros scores nulle part, sans faire de petits scores non plus, sans faire de vagues, quoi. Tu vas me dire, il n'y a pas forcément triche, et t'as sûrement raison. Peut-être que Macron est le digne successeur de Hollande, un président normal qui fait pas de vagues, et ben là pareil, il fait pas de vagues, il a un score lisse de partout. Ouais, c'est pas parce que ça ressemble finalement à la façon dont moi j'aurais triché que c'est pas une coïncidence. Sauf qu'à regarder de plus près, il y a un truc un peu bizarre, c'est que dans les 1er et 5e arrondissements de Lyon, il y a 0% de vote blanc. 0 vote blanc. Là où il y en a plus de 100, 200, 400, 577 dans d'autres arrondissements. Ça ressemble à un ratage de triche, ça. Vous trouvez pas? C'est impossible d'avoir 0 vote blanc. Bon, j'ai essayé de vérifier les résultats bureau de vote par bureau de vote sur le site de Lyon. Malheureusement, ça marche pas. Ouais, on n'a pas accès. Tu vas me dire peut-être que les blancs sont passés avec les nuls. Mais déjà, ça annule le décompte si c'est le cas. Et en plus, pour que ça arrive dans chaque bureau de vote et donc après dans le cumul total de l'arrondissement, et en plus 2 fois, c'est chaud. Ou alors il y avait dans chaque enveloppe déjà un bulletin Macron et que ça a soit créé un vote nul, soit un vote Macron. C'est possible aussi. C'est inconscient, zéro dimension. Il dit ta vidéo prouve que les voix d'Asselineau ont été redistribuées et que c'est une consigne en amont. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, bien sûr, toujours dans le cadre d'un scénario complartiste, évidemment, nous on est simplement des gars lambda, on est des citoyens lambda, des gens lambda, nous on nous dit voilà ce qu'il y a le 24 avril, voilà ce qu'il y a le 25, et on constate des irrégularités. Bon, j'avais constaté le truc sur les... J'avais trouvé ça bien au départ, moi j'ai dit tiens, bon là ils sont pas trompés, mais c'est quand même étrange. Comment ça se fait qu'ils sont trompés sur tous et pas sur Asselineau? Et est-ce qu'on pourrait envisager que les voix de François Asselineau ont été redistribuées aux autres? Monsieur Attali, qui, je vous le rappelle, il y a environ 1 an et demi de cela, était venu et nous avait expliqué aux Français que finalement Emmanuel Macron serait en gros le prochain président de la République et qui d'ailleurs il connaissait qui serait après lui. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Je pense qu'il a ce talent. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Celle qui viendra après lui. Nous apportons le programme. Je trouvais avec plaisir qu'Emmanuel Macron a proposé comme nous. La politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. C'était une bonne surprise dimanche soir parce que notre candidat était en tête. Qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai dit... À genoux! N'est-ce pas plus simple ainsi? N'est-ce pas là votre état naturel? Telle est l'essence cachée de l'humanité. Votre soif de soumission. L'aveuglant appel de la liberté assombrit votre joie de vivre et vous pousse à vous écharper pour le pouvoir. Et la reconnaissance. Vous étiez fait pour obéir. Vous étiez fait pour obéir. Je connais celle qui viendra après lui.